Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. La France à la pointe de la créativité en matière de taxes. Petite phrase ironique d'Emmanuel Macron hier au sommet du climat. On va en reparler alors que les pays riches réfléchissent à aider les plus pauvres face au réchauffement climatique. Il est gonflé. Oui. Il est gonflé parce que lui, il baisse les impôts sur les plus riches. C'est ça qu'on lui reproche quand même depuis la baisse de l'ISF. Et maintenant, excusez-moi, il va faire le spectacle sur la scène internationale, se donner le beau rôle. Qu'est-ce qu'il a fait pour les pays pauvres? Rien. Il y a un objectif qui est très clair. Il y a déjà sommet qui existe à Paris. Non mais d'accord, mais pour parler. Oui. L'aide publique au développement, l'objectif c'est 0,7% du PIB depuis au moins 1970. C'est ça l'enjeu. La France n'y est pas et sous Emmanuel Macron ça stagne. Voilà, c'est ça l'enjeu. Si vous voulez être solidaire avec les pays en développement, avec les pays du Sud, vous atteignez les objectifs de 0,7% du PIB. Voilà, c'est tout, c'est clair. Et là, on nous dit qu'il parle, qu'il va éventuellement faire quelque chose. Qui peut croire qu'Emmanuel Macron est celui qui va défendre les plus pauvres? C'est pas vrai, ni en France, ni dans le monde. C'est ça la réalité. Et donc, moi, j'en ai marre qu'on me dise, oui, il y a des sommets, tout ça, les pays du Sud, c'est très important et tout. En fait, en vrai... C'est lors des sommets aussi qu'on peut déclencher des initiatives à l'échelle mondiale. Non, il tergiverse, il procrastine, il fait diversion. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Jacques Chirac, il n'a pas fait des sommets pour dire que peut-être un jour, si tout le monde se donnait la main, on ferait une taxe sur les billets d'avion pour abonder le Fonds mondial contre le sida, le Fonds mondial contre le paludisme. Il a mis en place cette taxe sur les billets d'avion. Et on nous avait dit oui, le secteur va s'écrouler. Bien au contraire, et d'autres pays ont ensuite emboîté le pas à la France. Emmanuel Macron, depuis 10 ans qu'il est au pouvoir, parce qu'il était ministre de l'économie et avant secrétaire général adjoint de l'Élysée, il ne pouvait pas tout diriger. Quand même. Il bloque la taxe de transaction, la taxe sur les transactions financières. Voilà une somme qui ne vous impacterait pas vous, ni moi, ni l'agriculteur, ni les consommateurs, mais qui permettrait de réguler la finance et de dégager des milliards pour le climat ou pour les pays pauvres. Et c'est la France qui bloque au niveau européen. Oui, enfin, il n'y a pas que la France, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays à l'international. De l'hypocrisie monstrueuse, parce que vraiment, c'est se donner le beau rôle auprès des pays du Sud, qui constatent bien le deux poids deux mesures, qui constatent bien l'immense arnaque que fait la France sur la scène internationale. Que la France. Non, mais en particulier. Oui. Non, mais vous avez des pays, qui font pas semblant, qui disent on soutient pas les pays du Sud, et c'est comme ça. C'est presque plus vertueux que d'organiser ce type de sommet dont rien ne débouche, si ce n'est le président s'est donné le beau rôle pendant quelques jours. Mais ça va peut-être déboucher sur... ça va peut-être déboucher... Ces 2 jours de sommet, ça va peut-être déboucher quand même sur des initiatives et du concret, quoi, non? 0,7% du PIB. Engagement auquel la France déroge depuis avant ma naissance. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité des prix, entre guillemets. Quel nouveau type de taxe pourrait-il y avoir? La taxe, par exemple, sur les transactions financières. Transactions financières, Mais c'est des dizaines de milliards que nous aurions pu mettre au profit de l'adaptation de nos moyens de pompiers, de la rénovation thermique, du transfert de technologies aux pays du Sud, de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais ça, il faut que ce soit à l'échelle mondiale. Ce n'est pas que la France. Parce que sinon, c'est l'argument de ceux qui ne veulent pas agir. Non, mais sinon, les transactions financières ne se feront plus par la France. C'est un moyen de régulation. Par ailleurs, mais le pays s'appauvrira. La spéculation crée pas d'emploi, elle en détruit plutôt. Et elle déstabilise des marchés. L'argument qui consiste à dire si la France le fait tout seul, ça marchera pas, est battu en brèche par l'exemple de la taxe sur les billets d'avion. On nous avait dit tout va s'écrouler, eh bien non. Au contraire. Et même, malheureusement, l'aviation décolle, si je puis dire. Et l'idée d'une taxe sur le transport maritime, par exemple? Oui, évidemment, ça s'impose. Mais là encore, deux poids deux mesures. Là encore, hypocrisie complète. Marseille aimerait bien encadrer le trafic extrêmement polluant, toxique même, de ces immenses containers, de ces immenses navires de croisière. Mais il y a moins de containers maintenant. Non, mais vous savez, les dockers ont fait grève et résultat, les containers vont maintenant à Rotterdam. Il n'empêche qu'il y a du fioul lourd, des navires de croisière, et c'est toujours pour les mêmes. C'est la Corniche, c'est les quartiers populaires de Marseille qui les respirent. Le maire de Marseille, Benoît Payan, essaye de tout ce qu'il peut pour encadrer cette pollution qui vise d'abord les plus vulnérables. Et en face, il a l'État qui dit non.
pollution. Donc sur les jets privés, c'est pareil. Ils veulent pas agir, ils veulent pas encadrer. Donc oui, évidemment. Ça, c'était votre proposition. Mais si on me dit, moi, sur le navire maritime, on peut aussi mettre une taxe sur le kérosène. Finalement, il n'y a que les automobilistes qui payent une taxe sur le carburant. Vous voyez, comment voulez-vous apporter du crédit à un président qui parle, mais qui n'agit pas? Emmanuel Macron va déjeuner aujourd'hui avec le président brésilien Lula. Il sera question justement aussi du fameux traité, vous savez, de libre-échange. Emmanuel Macron refuse pour le moment de signer cet accord. Vous lui dites de tenir bon? Il ne faut pas signer cet accord. Cet accord est une tragédie pour le climat. Cet accord est une tragédie pour nos éleveurs, pour notre agriculture. Parce que, en fait, peut-être qu'un jour on arrivera à réduire les pesticides dans ce pays. C'est pas évidemment avec Emmanuel Macron qu'on y arrivera, mais demain, avec un gouvernement écologiste, nous y parviendrons. Mais dans ce cas-là, on a déjà fait beaucoup d'efforts, quand même, non, on a augmenté de 25% l'usage des pesticides. On a réintroduit les néonicotinoïdes. Là encore, un président qui parle mais qui n'agit pas. Mais de toute manière, c'est entièrement voué à l'échec si par ailleurs on augmente les importations de produits de bœuf aux hormones, de produits bourrés d'antibiotiques, de pesticides. Vous voyez bien que, en fait, il faut mettre en place un protectionnisme vert aux frontières européennes pour protéger notre santé, notre agriculture, nos emplois et le climat. Et c'est pas en aidant, c'est pas en multipliant ces échanges qu'on va sauver le climat. C'est pas vrai. Au contraire. Il y avait une auditrice tout à l'heure du côté des Pyrénées-Orientales qui vous interpellait. Elle disait moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre les écologistes de taper sur nous, les agriculteurs, alors que moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales et je vois des milliers de camions qui viennent d'Espagne, du Maroc, nous apporter des fruits et des légumes qui sont évidemment produits avec des pesticides, etc. Et c'est du transport routier, c'est beaucoup plus polluant que ce que l'on fait nous dans les champs. Qu'est-ce que vous lui dites? Je viens de le dire, madame, je suis votre meilleur allié. Moi, je suis le meilleur allié de l'agriculture française. Nous voulons un protectionnisme vert aux frontières européennes. Je pense pas que quiconque aujourd'hui se dise qu'il faut quitter de l'Europe pour protéger notre agriculture, hormis Marine Le Pen qui le fait par dogmatisme, et c'est un danger pour le pays dans son ensemble. Mais vous évidemment dites pas quitter l'Europe, mais revoir peut-être les choses. Protectionnisme vert aux frontières européennes, évidemment. Mais quand le président Macron envisage, ne serait-ce qu'envisage le traité commercial Mercosur, évidemment qu'en fait, c'est risquer de plonger notre agriculture dans la détresse la plus grande, alors qu'elle est déjà en très mauvais état. Nous disons, améliorons le soutien à l'agriculture, et en particulier locale, c'est la cantine bio. Aidons l'agriculture à passer à la bio, qui est plus rémunératrice, qui est meilleure pour le climat, meilleure pour la santé des agriculteurs également, et c'est bon pour le porte-monnaie des Français. Emmanuel Macron, pour l'instant, est sur la même longueur d'onde que vous, puisqu'il a priori ne veut pas signer non plus. Nous voulons qu'on arrête ces négociations. C'est pas vrai qu'avec avec des échanges commerciaux toujours plus grands, toujours plus lointains, on améliorera la santé du monde et la santé du climat. C'est pas vrai. Lula n'est pas si écolo que ça, alors? C'est évidemment par rapport à Bolsonaro, et si on se souvient, le président d'extrême droite qui soutenait très ouvertement la déforestation, évidemment, on est heureux que ce soit Lula qui soit au pouvoir, et qui a d'ailleurs remis le Brésil sur la scène internationale. Lula rencontre plus de présidents, de chefs d'État étrangers en 5 mois que Bolsonaro en 4 ans. Et il sème un peu le trouble, Lula, par exemple, sur ses positions, où il refuse justement de prendre position dans le conflit Ukraine-Russie. Oui, nous verrons. Moi, je pense que c'est évident que aujourd'hui, il y a un agresseur, c'est la Russie, et un pays agressé, c'est l'Ukraine, et il nous revient, en tant que membre de l'ONU même, d'être du côté de l'agressé. Mais donc, Lula, sa position, vous la jugez comment? Nous verrons. Moi, je me prononce pas sur la position de Lula. Là-dessus, sur l'Ukraine, c'est pas ça qui fait changer d'avis. Vous avez dit donc du protectionnisme vert. Là, je reviens aux frontières européennes, pas françaises. Oui, bien sûr, mais c'est ce que. Mais alors, ce que dit cette agricultrice, ceux qui viennent en fait d'Espagne et qui sont bourrés de pesticides. Oui, mais là, il faut pas être non plus simpliste, parce qu'en vérité. C'est ce qui se passe un petit peu. Vous avez vu comment sont produits les fruits et légumes dans le sud de l'Espagne. En vérité, notre agriculture, elle exporte aussi beaucoup en Europe. Je vous dis vraiment, si quelqu'un voulait faire plaisir à vos auditeurs et disait qu'il fallait s'en tenir à un protectionnisme vert aux frontières nationales, en fait, c'est le pire fossoyeur de l'agriculture que l'histoire ait jamais porté. C'est le discours extrêmement dangereux du Front National, simpliste, et en vérité nous amène à sortir de l'Europe. Le circuit non, mais il n'y a pas de oui, mais. Aujourd'hui, notre agriculture. Non, mais je suis pas si certain, parce que quand vous avez des produits qui viennent d'Europe de l'Est et qui, vous savez. Vous allez dire aux Nord-Pas-de-Calais, aux Pyrénées-Orientales, en Alsace, qu'on arrête de produire et d'exporter
exporter dans les pays voisins en Europe. Qualités, ce que vous avez dit. Non, mais ce que vous avez dit, c'est-à-dire avec une certification peut-être. C'est ce qui se passe en Europe. Oui, aujourd'hui non. C'est ce qui se passe. Bien sûr que si. En Europe, il y a une certification qui font qu'il y a des produits qui se ressemblent, bien sûr. Ouais. Simplement, en France. Vous êtes sûr sur des produits qui viennent par exemple de Bulgarie et d'autres? Il y a des pays qui sont labellisés en Europe et qui peuvent circuler en Europe parce qu'ils sont labellisés au niveau européen. Oui, et qui circulent donc à travers le transport routier. Et donc, nous préférons le train. Oui. Nous préférons le train. Mais c'est la fin vous avez vu, du ferroutage en France, quoi. Il n'y en a plus quasiment, quoi. Mais là encore, parce qu'on a décidé de soutenir le camion plutôt que le train. Nous sommes pour développer le train. Aujourd'hui, vous avez ce train Paris. Rungis-Perpignan, le train des primeurs qui est menacé. Il a fallu l'entière mobilisation de la CGT pour qu'il soit remis sur pied, mais son avenir est encore incertain. C'est des centaines et des centaines de camions qu'on va remettre sur les routes. Donc évidemment qu'il faut développer le train dans ce pays pour le fret. Ouais. Mais également pour les personnes. On sait bien à l'approche de l'été là que les prix sont inabordables pour partir en vacances. Julien Bayou, revenons aussi peut-être un instant sur le traitement médiatique entre le sous-marin Titan et le naufrage de migrants au large de la Grèce il y a une semaine. Quelle est votre position? Il y a une indignation de certains par rapport justement à ce traitement médiatique. Non, c'est deux tragédies de toute manière. C'est deux tragédies et on ressent l'effroi. Pour les proches des victimes et on le partage. Une fois que j'ai dit ça, c'est certain que la Grèce a prononcé 3 jours de deuil en hommage aux migrants disparus. Ouais. Dans des conditions atroces parce que certaines personnes étaient enfermées dans les cales du chalutier qui a coulé. En France, timidement, on a proposé 1 minute de silence à l'Assemblée, ça a été refusé. Je pense vraiment que on doit se souvenir de notre humanité commune. Ces personnes-là, je parle des exilés, essayer, comme chaque famille le ferait, de trouver un avenir meilleur pour elle et pour ses enfants. Donc c'est pas du tout pareil, évidemment, que les touristes ou des explorateurs, des chercheurs qui prennent leur courage à deux mains pour aller braver les fonds marins et observer le Titanic. Mais je pense qu'on doit se souvenir de notre humanité commune. Et moi, quand j'entends l'extrême droite dire tant bien fait pour eux, on a entendu des choses horribles de la part de l'extrême droite sur la tragédie des migrants, sur la tragédie des exilés au large de la Grèce. Ah bon, je pense qu'ils font, je n'ai pas entendu. Ils font déshonneur à notre devise liberté, égalité, fraternité. Qui a dit ça? Moi, j'ai vu plein de commentaires qui disaient c'est bien fait pour eux. Ah bon, moi je n'ai pas vu de déclaration politique. Il y a vous ne pouvez pas citer quelqu'un en déclaration politique. J'en ai lu plein, malheureusement. Ah bon, des déclarations. Bon, alors on essaiera de retrouver, parce que il y a peut-être eu des commentaires de certains, mais une déclaration précise d'un politique, non mais tout de même, il faut être précis. Un mot aussi avec vous, Julien Bayou, sur ce que veut faire le gouvernement. Là, Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d'une évaluation vert au collège, et Pape Ndiaye annonce vouloir une sensibilisation de la transition écologique à l'école. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, tout ce qui va dans le sens de l'éducation à l'environnement, au développement est bienvenu, évidemment. Si j'étais taquin, je dirais que quelque part c'est plutôt le gouvernement qu'on doit éduquer ou sensibiliser à l'environnement, parce que moi je fais de temps en temps des petites interventions dans les collèges, dans les lycées, puis on reçoit des classes à l'Assemblée. On voit bien qu'il y a une jeunesse qui est très affûtée finalement sur la question du bien-être animal, sur la question de la sauvegarde des espèces, sur la question du climat, des enfants aussi malheureusement qui ont eu leur lot de bronchiolite et d'asthme, qui donc sont sensibilisés à la pollution par exemple, qui voient bien le lien entre la pollution, le climat. Bref, qui sont une génération de son temps en fait. Donc ça va dans le bon sens, mais ça va dans le bon sens. C'est finalement au début de la mandature de l'Assemblée, il y avait le GIEC, vous savez, les scientifiques du climat, qui proposaient une sensibilisation. Et tous les députés n'avaient pas accepté, loin de là. Nous, les écologistes, nous l'avions faite, et c'était toujours utile. Je pense que c'est aussi les responsables publics qu'on doit former à la question. Oui, parce que ça veut dire, en fait, tirer des conclusions de ce que la science présente. Oui. Julien Bayou, une question autour du logement. On sait que vous avez beaucoup évoqué ce sujet. Il y a eu une proposition de loi, notamment pour taxer les Airbnb. Là, on apprend aujourd'hui qu'il y a des députés qui voudraient taxer, en fait, la location meublée dans son ensemble, y compris des particuliers. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quand on parle de taxe, il faut bien dire il faut expliquer, en fait, c'est que vous avez un logement, vous êtes propriétaire, vous avez la chance d'être propriétaire. Si vous le mettez en location pour une famille classique, vous savez, on parle d'un bail 3, 6, 9, longue durée,
durée, eh bien, vos revenus seront plus taxés que si vous le mettez sur Airbnb, pour aller vite, un meublé touristique, ou Abritel ou Booking, alors que c'est déjà plus lucratif. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on voit bien que partout dans le pays, eh bien, il y a des logements pérennes, de longue durée, qui disparaissent. Et qui vont vers le meublé touristique. Et c'est une catastrophe pour les familles. Allez, bon courage pour loger une famille à Saint-Nazaire, par exemple, pour loger des saisonniers. Donc il faut faire une distinction aussi, parce que dans les meublés, il y a les meublés pour les étudiants ou des personnes comme les saisonniers ou d'autres, quoi. En vrai, il n'y a plus de raison. Les meublés, la location meublée, qui est en fait de la location courte durée, mais sur le même fonctionnement qu'un bail classique, il n'y a vraiment plus de raison. En fait, c'est juste plus précaire, puisque vous pouvez partir plus tôt, donner un congé ou partir ou donner le congé, le congé plus tôt au locataire. Donc moi, je suis vraiment pas favorable à ces meublés. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut éviter, on supplie le ministre du Logement d'enfin agir, on implore le ministre du Logement d'enfin agir, c'est qu'il faut éviter cette fuite massive, ce tsunami de disparition de logements. Il faut construire par ailleurs, mais là, on a des logements qui disparaissent au profit du meublé touristique parce que c'est plus lucratif et moins taxé. Enfin, c'est quand même, ça n'a aucun sens. Nous avons monté cette initiative encadronsairbnb.fr avec des députés de tous bords, de LR, de Horizon, des socialistes. On est soutenu par des maires de quasiment une trentaine de départements qui disent enfin il faut agir là. Mais votre proposition de loi transpartisane, elle a été rayée du calendrier, non? Le ministre du Logement, le gouvernement, la majorité, on renvoyait ça au calendrier grec. J'ai pas très bien compris. Ça va être étudié ou pas? Non, vous n'avez pas. J'ai pas très bien compris. Mais en tout cas, vous lancez un appel. Je pense que c'était subordonné au sénatorial et je trouve que c'est dramatique de dire que pour le logement, on est incapable d'agir en attendant des hypothétiques succès au sénatorial. Enfin, le logement, c'est la préoccupation de l'ensemble de la population. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, évidemment, c'est la même chose. Le loyer, le crédit augmente. C'est la condition de tous les droits. Ça devrait être la priorité numéro 1 du gouvernement. Merci Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts, qui était l'invité ce matin de Sud Radio, avec un petit peu de retard et un petit peu de décalage. Dans un instant, les débats, et vous au 0826 300 300.